Bonjour, mon nom c'est Pierre-Louis Parent. Moi, je suis diplômé en architecture, j'ai étudié en biologie, puis je me suis intéressé beaucoup aux sciences, là. Et puis, j'ai préparé une conférence que je voudrais donner soit dans les écoles, les maisons de personnes âgées, les compagnies, etc. Alors, je vous propose de m'engager pour cette conférence-là. Puis ici, je vais en faire un bon résumé, là. D'abord, je vais me présenter. Pierre-Louis Parent, moi, je viens de la ville de Québec. Je suis né à Sainte-Foy, à Saint-Yves. Puis mon père était médecin. Puis quand j'étais petit, il nous a donné des livres, des encyclopédies de Jacques Cousteau. Alors on écoutait évidemment les aventures de M. Cousteau qui nous ont personnellement, grandement inspirés. Donc c'est un peu la motivation profonde de ce que je fais, là. Maintenant, moi, à la suite de mes études, là, entre mes études en architecture puis la fin du cégep, là, j'ai performé dans des spectacles de ski acrobatique parce que je faisais de la compétition de ski acrobatique. C'est une discipline qui était naissante, mais qui était très, très populaire pour notre génération là, à ce moment-là. Donc, j'ai fait des spectacles en Europe, puis ensuite, je suis revenu, j'ai étudié en architecture dans la ville de Québec. Puis quand j'ai terminé, il n'y avait pas d'emploi. Il y avait la grande masse des boomers, puis les taux d'intérêt à 22%, il n'y a rien qui se construisait, c'était vraiment difficile. Donc, j'ai inventé un vélo aquatique, j'ai emprunté de l'argent, j'ai eu des subventions du Conseil national de la recherche. J'ai créé un vélo aquatique pour remplacer les jet skis là, qui polluaient l'environnement, qui faisaient énormément de bruit, puis une espèce de... qui faisait énormément de bruit, puis une espèce d'extension de la planche à voile. Je faisais la planche à voile aussi. Là, parce que la planche à voile, quand plus tu viens bon, moins t'en fais finalement, là, parce que tu attends le gros temps seulement. Là. Donc j'ai créé ça, puis j'ai parti une compagnie. Ensuite de ça, j'ai vendu mes parts, puis j'ai recréé un nouveau produit qui s'appelle le Mayak. C'est un genre de petite embarcation en plastique recyclable parce que le vélo aquatique, le surfbike, qui n'était pas recyclable, lui, le flotteur, les composantes elles-mêmes. Donc, je me suis dit, on peut aller plus loin dans la question de construire une vision écologique de l'industrie. Puis j'ai créé le Mayak qui était vraiment structuré par lui-même, pas de mousse à l'intérieur, là, parce qu'à l'époque, ça se faisait le polyuréthane. Puis, donc, ça donnait un produit qui était le fun, que je vendais dans les camps de vacances. C'était pas mal intéressant. Puis aussi, étant donné que j'étais comme rendu une vedette mondiale du sport, j'ai pensé que je pourrais faire comme Rambo, puis écrire mon propre film. Fait que j'ai écrit un film qui s'appelle La Méduse, une ambition, qui est un peu comme le cinquième élément, le film de Luc Besson, mais qui était plus écologique. Tu sais, moi, je suis vraiment à côté. Je suis pas dans la lignée des films futuristiques, là. De Terminator et tout ça. J'ai une philosophie plus joyeuse, plus simple, proche de la nature, puis j'essaie de créer mon univers, là. Maintenant, ça a été copié, toutes nos affaires ont été copiées d'une manière ou d'une autre, là. Fait que c'est un peu désagréable, parce que j'aurais eu les sous pour continuer, là, ça devient difficile, tu sais, je peux pas poursuivre trois compagnies, puis des individus, là, pour le copiage. Moi, ça me donne rien. Ça coûte trop cher. Donc, j'ai pensé faire des conférences comme ça sur la science parce que ça m'intéresse. Puis, il y a beaucoup de questionnements. Comme pourquoi la planète se réchauffe, puis un aspect holistique, global. Un peu comme la vision de M. Cousteau. M. Cousteau, il était holistique avant son temps. C'est pas mal intéressant. Puis, je voudrais présenter ça dans les écoles et un peu partout. Fait que voilà. Si je commence ma conférence comme telle, on est tout de suite sur cette planche-là, qui est une représente où on voit la Terre avec des petites bulles, là. Il y en a une qui est rose, là, un peu. Là. Ça représente l'air, la quantité totale d'air qu'il y a sur la Terre, qui enrobe la Terre. Là. Finalement, c'est une très fine pellicule, là. Et puis, l'autre partie, c'est la quantité d'eau. Eau salée et eau douce qui est sur la Terre, là. C'est une petite bulle ici encore, vous voyez que c'est pas grand-chose, là. C'est vraiment très fin. Alors, faut faire attention. J'ai vérifié, là, les dimensions sont correctes, il n'y a pas d'exagération. Donc, la planche suivante ici, vous voyez que effectivement, la planète, c'est une fine couche d'air qui est composée d'azote et d'oxygène,
de 20% d'azote, 80% d'azote et 21% d'oxygène, 79% d'azote, plus du CO2, des petits gaz rares, là, de la vapeur d'eau, qui en passant est un acteur de l'effet de serre assez important, là, du réchauffement. Et puis, ça recouvre la planète, là, avec évidemment les courants aériens qui sont importants, là. Donc, vous voyez que c'est très fin. Les avions se promènent, là, ils surfent littéralement sur la pellicule d'air autour de la planète. Là, on revient ici sur une autre planche et on voit la quantité totale d'eau, inclus eau de mer. Après ça, c'est la quantité totale d'eau douce, là, incluant celle qui est dans les sols, et puis l'Arctique et l'Antarctique. Vous voyez que c'est pas beaucoup. Puis là, la micro baie ici qu'on voit, là, ça, c'est la quantité utilisable par l'homme, lac et rivière. Alors, c'est vraiment pas beaucoup, là, utilisable. L'utilisation qu'on en fait, c'est désastreux, là. C'est vraiment épouvantable de polluer l'eau alors qu'elle est si rare. Donc, il faut faire très attention. Puis là, j'ai cette planche ici qui est aussi vraiment intéressante, qui explique comment est construite à l'intérieur la Terre. Bien, personne n'a construit la Terre, peut-être Dieu, mais enfin. Donc, ce qu'il y a au centre, là, c'est un noyau interne qui est solide, qui est composé de fer et de nickel. Et puis, vous avez aussi un noyau externe, lui, qui est en fusion et qui est liquide de fer et de nickel. La différence, c'est que la pression est plus forte, évidemment, au centre de la Terre, un peu comme si on descend au fond de l'eau, là, la pression augmente, mais si on descend au fond de la Terre, bien là, c'est encore plus imposant comme pression. Donc, ça change le comportement de la matière, et puis le fer, et puis le nickel devient solide, même si la température est très haute, là, à 5500 degrés Celsius. Puis, bon, après le noyau externe, vous avez le manteau qui est du magma, donc on peut voir lorsqu'il y a une éruption volcanique. Et puis, sur le manteau, il y a la croûte terrestre sur laquelle on vit, qui a une épaisseur entre 500 et 50 km. Donc, c'est pas très grand. Puis, à certains endroits, bien évidemment, c'est zéro. Les endroits où les volcans projettent le magma, ou dans les fosses géothermales au fond de la mer. C'est des volcans sous-marins, si on veut, là, ou presque, où l'eau circule, puis va toucher le magma. Puis ça serait là que la vie serait née. C'est vraiment intéressant, cette nouvelle approche-là, holistique, où la vie serait constamment en production au fond des mers, ce qui expliquerait que la vie n'est jamais disparue, même s'il y a eu des périodes où la planète était complètement glacée. Là, le Snowball Earth, là, elle était totalement gelée, là, à cause justement des variations de CO2. Là, j'arrive sur cette planche-là qui explique l'atmosphère. En gros, l'atmosphère, ça a une épaisseur de 100 km. C'est Québec, Drummondville, Montréal, grosso modo. Donc, c'est pas très grand. C'est pour ça que les fusées, là, SpaceX ou les autres, là, c'est pas long. Là, ça prend quelques minutes, puis ils sont sortis de l'atmosphère. Puis ils vont brûler tout leur carburant. Parce que dans l'atmosphère, il y a encore de l'oxygène, mais l'oxygène diminue. Puis l'air devient moins dense, plus on monte. Rendu à 100 km, il n'y a presque plus d'oxygène, puis l'atmosphère est très très mince, là, il y a quelques molécules. Alors c'est là qu'est la limite de l'atmosphère. Après ça, ben, c'est considéré comme l'espace. C'est pour ça que les voyages de touristes, là, qui est un grand marché, parce que maintenant il y a les riches et les pauvres, eux, ils sous pour payer 200 000 à 300 000 pour aller voyager dans l'espace. En fait, c'est un court séjour qui monte à 100 km, là, Virgin Galactic, puis Blue Origin, là, c'est pas très haut. Là. Il y a même des ballons stratosphériques qui vont jusqu'à cette limite-là de 100 km. Là. Puis, ben, c'est ça, c'est pas gros, alors il faut faire attention. Vous avez aussi le mont Everest, là, qui fait 12 km à peu près, là, où déjà l'air est assez rare qu'on a de la difficulté à respirer. Là. Il y a la zone de la mort où tu peux séjourner pendant un certain temps, puis après ça, ben, tu vas décéder parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Ton métabolisme n'est pas capable de fonctionner. Là. Puis les avions commerciaux, ben, ils vont à peu près à cette altitude-là, puis quand ils arrivent au-dessus des Himalayas, ben, ils passent à côté justement pour ne pas vivre percuter de montagnes élevées ou d'avoir de perturbations atmosphériques et tout ça. Fait que c'est rendu déjà très haut, là.
Et puis, si on arrive sur cette planche-là, là, on voit qu'à 400 km, on peut trouver la station spatiale. Alors, SpaceX, eux, ils passent le 100 km, puis ils se rendent jusqu'à la station spatiale avec les fusées Falcon, là, et puis ils peuvent desservir la station spatiale, aller porter de la nourriture, les astronautes, amener les déchets, etc. Station spatiale qui est au bout de sa vie utile, là, qui devrait être désintégrée un jour ou l'autre, là. Puis en rentrant dans l'atmosphère, les objets surchauffent puis se désintègrent, là. Puis si vous voulez aller sur la Lune, ben à ce moment-là, c'est 384 000 km. Fait que c'est 1000 fois plus loin que la station spatiale. Pour aller encore plus loin, ben là, ça sort de ce cours-ci, de cet exposé-ci, là, qui ramène pas mal à la planète Terre, là. Et puis j'arrive ici sur les plaques tectoniques, qui est un phénomène très intéressant. Évidemment, c'est la croûte terrestre qui est fracturée. Et puis ça forme des plaques qui se déplacent sur la Terre, tu sais. Puis moi, j'ai pensé estimer des vitesses d'évolution puis des vitesses de déplacement de plaques tectoniques, parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas trop abordé. Donc, je me suis informé, puis les plaques tectoniques se déplacent à 5 cm par année. Alors, sur une période de 100 000 ans, là, qui est assez résonante là, dans l'histoire de l'évolution de la planète et des humains, ben, les plaques vont bouger d'une distance d'un demi-kilomètre. Alors, ça prend quand même des centaines de millions d'années pour passer d'un état, parce qu'à un moment donné, les plaques étaient toutes ensemble, puis ils se sont séparés, ils se sont revenus ensemble, puis ils se sont séparés pour arriver à cet état-là. Pour passer, évidemment, d'un état à l'autre. Ici, on a la Pangée. Il y a 180 millions d'années, là, comme je expliquais, qui était un état différent, où les plaques étaient agglomérées une sur l'autre. Et puis, ils se sont séparés pour arriver à nos jours. Maintenant, on arrive à cette planche-ci qui explique les cycles du carbone. Vous voyez que notre bison, là, il n'y a plus de bison. En passant, les animaux sauvages, c'est folklorique. Il n'y en a presque plus. Ça a tout été remplacé par des animaux de ferme. Là. Nous autres, on a fermatisé la planète pour notre avantage. Là. On a transformé l'environnement pour que ça puisse être productif, la question alimentaire, puis pour nos bénéfices, comme on a à peu près éliminé tous les insectes aussi. Là. Donc, les bisons, il n'y en a plus. On devrait peut-être revenir aux bisons. Là. Maintenant, c'est des vaches. Là. Mais à l'époque, en fait, les bisons qui étaient sur les plaines, ils étaient cultivés, ils étaient utilisés par les Autochtones de l'époque. Là. Ils brûlaient les forêts pour permettre pour avoir un plus grand pâturage pour le bison, parce que c'était leur animal utile. Là, et ils se nourrissaient de sa chair, puis ils utilisaient sa fourrure pour faire des vêtements, tout ça, là, les Indiens d'Amérique. Donc, si on revient aux moutons... on voit que le mouton, lui, il va enfouir sa matière organique qui va éventuellement se décomposer, devenir du CO2. Il va respirer et émettre du CO2 et du méthane. Il y a des paix aussi, mais on n'en parlera pas. Moi, je ne suis pas fort sur l'idée d'essayer de contrôler les paix des animaux là, pour réduire le CH4, qui est un gaz à effet de serre plus puissant que le CO2. Mais je pense que la nature fait ce qu'elle a à faire. Nous autres, on a ce qu'on a à faire, c'est-à-dire réduire notre production de CO2 industrielle. Alors dans un monde organique idéal, là, on voit que les excréments et puis la fossilisation des animaux s'engagent au fond des mers. Le CO2 se dissout aussi dans la mer, puis il va être fossilisé dans la sédimentation et puis éventuellement devenir un combustible fossile ou du pétrole qui va être extrait par nous ou par les volcans. En passant, nous, on produit tellement de CO2 que c'est équivalent à tripler le nombre de volcans sur la planète. Donc, ça vous donne une idée holistique là, de ce qui se passe en ce moment. C'est important. C'est pas négligeable du tout. Là. Alors, il faut faire attention. Puis, ben moi, je prétends que bon, la nature fait ce qu'elle a à faire. Nous, ce qu'il faut faire, c'est réduire un peu cette consommation-là de combustibles fossiles, qui est un peu naturel aussi, parce que l'augmentation du CO2, ça a augmenté aussi la végétation. Les plantes sont en déficit en ce moment de CO2, parce qu'il y a eu des époques comme le Carbonifère, là, où le CO2 était beaucoup plus important, puis la végétation était plus importante. Puis, en fait, ça nous a bénéficié d'une certaine manière, là, mais
les questions de réchauffement du climat, ben là, on le voit, là, ça a des répercussions, là, où ça change la température, puis ça augmente le niveau des mers, puis ça fait beaucoup de problèmes. Maintenant, j'arrive sur cette planche-là où on voit là, comment se produit le phénomène de subduction des plaques tectoniques qui vont toucher le magma, qui vont entrer en fusion. Donc, le CO2, la sédimentation va redevenir un gaz, va devenir du magma, il va le liquéfier, puis elle va être éjectée par les volcans. Fait que c'est des manières de production. C'est une des manières naturelles de production du CO2. Ici, cette planche-là, vous voyez, c'est le cycle du carbone, encore une fois, mais où on présente l'activité humaine de l'industrie, là. Et puis, la question agricole aussi, les fermes produisent énormément de CO2, puis de produits de fertilisants, puis aussi de pesticides qui descendent dans les fleuves, qui font des grosses perturbations environnementales aussi, là. Maintenant, si on arrive directement à la question de l'effet de serre, en fait, c'est pas un effet de serre, c'est plutôt un effet d'onde. Là, cette planche-là, elle explique globalement la question des longueurs d'onde, là, parce que le rayonnement qui vient du Soleil, ce sont des ondes. C'est une onde et une particule, là, mais on le traite comme une onde ici, là. Puis vous voyez, dépendamment des différentes longueurs d'onde, il y a une différente capacité de pénétration, tu sais. Les rayons Y là, et delta sont très puissants. Les rayons X, là, c'est ce qui sert à faire des radiographies. Ils passent à travers la chair, mais pas les os, fait que ça laisse des empreintes. Puis, tu vois, ils peuvent mettre en vibration certaines molécules. Comme le micro-ondes, c'est calibré exactement pour mettre en vibration les molécules d'eau, tu sais, pas passer à côté. Puis les ondes radio, ben, ça fait vibrer les électrons dans l'antenne, puis ça transmet les sons. Puis au centre, on a le visible, mais c'est très étroit, là. Vous voyez, il y a une bande de couleur, là, mais elle revient sur le graphique d'en haut, là, à une bande très étroite, là, ce qu'on est capable de voir avec nos yeux, parce qu'il y a l'infrarouge d'un côté, puis l'ultraviolet de l'autre côté, là, qui transporte aussi beaucoup d'énergie. Là, ici, on a cette planche-là qui est un bilan énergétique du rayonnement solaire sur la planète, là, qui explique un peu l'effet de serre. Mais grosso modo, ce qui arrive, c'est que le Soleil, il transmet une grande quantité d'énergie avec son rayonnement. Il y en a 50% qui traversent l'atmosphère, qui viennent réchauffer la Terre. Puis après ça, il y a un rayonnement qui change de longueur d'onde, qui devient infrarouge. Puis lui, il est absorbé par l'atmosphère. Puis le CO2, le CH4, absorbe beaucoup plus le rayonnement infrarouge que les autres gaz. Alors, plus on émet de CO2, plus l'atmosphère se réchauffe elle-même. C'est comme si on avait un manteau d'hiver transparent, là, où le soleil passait à travers, puis il pouvait changer de résistance thermique, là. Alors, le rayonnement infrarouge est beaucoup absorbé par le CO2. C'est la raison pour laquelle la planète se réchauffe. C'est pas tout à fait un effet de serre, mais la nomenclature populaire, c'est ça, c'est l'effet de serre. Alors ici, on voit au cours des âges, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le dioxyde de carbone a augmenté et a réduit, dépendamment des époques, là, parce qu'ici, on recule à 800 millions d'années. Alors, vous voyez, la température a fluctué d'à peu près 14 degrés par rapport au zéro, là, 0 Celsius, là. C'est une fluctuation de plus ou moins 14 degrés, là. Dépendamment, on voit ici la quantité de CO2 de dioxyde de carbone en partie par million dans l'atmosphère. Alors, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de fluctuations. Puis moi, ce que je prétends, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'il y a des météorites qui tombent sur la Terre à fréquence régulière, là. À tous les 100 000 ans, il y a un impact de météorites important. Fait que vous voyez qu'il y a peut-être un facteur déclencheur de réchauffement ou de refroidissement, plus de réchauffement quand il y a un météorite qui arrive sur la Terre, qui perturbe la croûte, qui crée des éruptions volcaniques, etc. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, là, il y a eu tellement de... Le CO2 a été capturé par les océans, puis ça refroidit la planète, puis la planète est devenue complètement glaciaire. Puis quand elle devient glaciaire, elle est blanche, donc elle réfléchit la lumière, donc elle n'a pas beaucoup de possibilités de se réchauffer. Mais vous voyez que s'il arrive un météorite, bien là, ça change les choses, ça ouvre des gros trous dans la planète, ça fait des immenses dégâts, là. Un météorite, c'est des centaines de millions de bombes nucléaires, là. Ça, tu peux m'imaginer.
Fait que c'est sûr que ça a des influences majeures sur l'évolution animale. Bon, eh bien, ici, on arrive sur une autre planche que je trouve très intéressante. Je les trouve toutes intéressantes, mais celle-là particulièrement parce que c'est au fond des mers. Ça rejoint mon mentor, Jacques Cousteau. Alors, si on remonte ici 500 millions d'années, grosso modo, la vie sur la Terre, c'est 500 millions d'années, que les organismes sont un petit peu complexes. Mais on peut reculer jusqu'à 4600 milliards d'années pour avoir des débuts, là, des proto-cellules, puis la vie très très primitive là, qui, semble-t-il, aurait été générée au fond des océans dans les fosses géothermales. Puis, la proposition en général, c'est que c'est né sur le bord des plages, exposé au soleil, là, peut-être petites bulles de protéines qui se sont formées naturellement, qui ont finalement été intégrées par des molécules plus complexes, etc., etc. Je suis pas sûr. Moi, je pense que les fosses géothermales, c'est une très belle explication parce que, comme je disais, ça explique pourquoi la vie s'est maintenue tout le temps, même s'il y a eu des phases où c'était le Snowball Earth, là, la planète congelée. Donc, sur cette planche-là, on voit qu'ici, il y a 500 millions d'années, là, il y avait des petits coquillages, puis là, on voit avec les petits X, l'abondance, puis les températures. Fait que, évidemment, la vie, elle s'adapte tout le temps, là, puis elle est très opportuniste. Donc, s'il y a à telle température, telle profondeur, tel ensoleillement, il y a une forme de vie qui va s'accaparer beaucoup d'espace, qui va se reproduire, etc. Puis là, l'évolution se fait. On voit ici, il y a 350 millions d'années, les conodons, des pré-poissons, le notochorde primordial, parce que la vie s'est séparée en deux lignées, si on veut. Là, une lignée où il y avait une colonne vertébrale, puis l'autre lignée où il y a une carapace externe. La structure est externe ou interne. Donc, la structure interne, c'est le notochorde primordial, les conodons. Après ça, est arrivé les poissons, les bélémites, les squids, les pieuvres et tout ça. Puis là, ici, on voit un poisson, c'est le coélacanthe. C'est un poisson qui vit au fond très profondément sur la côte africaine, Afrique du Sud. Et puis qu'on a redécouvert il y a dans les années 90, je pense, qui est vraiment, vraiment primitif puis intéressant. Branchiopode. Et puis ça, ici, c'est les diatomées. Vous voyez, il y a 50 millions d'années qui prédominaient. Diatomées, qui est une espèce de petit coquillage microscopique qui flotte dans la mer, puis qui a été précipité au fond des océans, puis ça a été concentré, puis ça forme des flancs de montagnes, tu sais, puis c'est utilisé, les diatomées, comme un laxatif, un produit pour nettoyer le système digestif, puis c'est un peu abrasif, puis aussi, là, ça éloigne les insectes dans les jardins, ça a plusieurs fonctions. C'est comme des micro-coquillages. Donc, vous voyez, les formes de vie sont diverses par rapport à des époques différentes. Puis certaines vont persister, comme le coélacanthe, qui a trouvé un mode de fonctionnement, une niche écologique très efficace, qui l'a protégé. Un peu comme les requins aussi, c'est des poissons très primitifs. Alors, on arrive ici sur cette planche-là, qui recule encore, comme je vous disais, à grosso modo 500 millions d'années pour les premières formes de vie là, qui ressemblaient à des petites crevettes, puis d'autres formes de poissons primitifs. Puis avant ça, jusqu'à le précambrien, il y a jusqu'à 4600 millions d'années. Puis pour la formation de la Terre, c'est 13 500 millions d'années. La formation de la Terre, 4600 millions d'années. Puis l'univers, le Big Bang, c'est 13 500, je pense, autour de ça. Alors ici, j'ai fait une note là où on parle de la vitesse d'évolution des espèces. Parce que l'évolution n'est pas à la même vitesse pour chaque espèce. Mais pour vous donner une idée, pour passer d'un pré-mammifère, petit mammifère, à l'être humain, ça a pris 200 millions d'années. Mais des fois, c'est pas long, comme il y a un célèbre papillon en Europe de l'Est qui vit sur les bouleaux, papillon de nuit, qui est un peu blanchâtre avec des petits traits noirs. Puis à un moment donné, justement, il y a une industrie qui a commencé à polluer l'environnement, puis les bouleaux sont devenus noirs. Puis les papillons sont devenus noirs aussi. Il y a eu une sélection naturelle. Tous les papillons blanchâtres qui étaient sur le fond noir ont été mangés par les oiseaux. Puis les papillons qui étaient le plus noirs n'ont pas été mangés par les oiseaux, donc se sont reproduits. Alors il y a eu une sélection naturelle qui s'est effectuée dans 10 ans.
Alors, ça peut être assez rapide, mais la plupart du temps, c'est assez lent. Puis surtout suite à un cataclysme. Comme là, on voit les extinctions de masse, là, C1, C2, C3, C4, C5. Ben, moi, je vois, il y a une différence de temps d'à peu près 100 000 ans. Là, ça ne va pas être exactement 100 000 ans, évidemment. Ça peut être 50 000 ans. Tu sais, comme ici, là, C5, C4, c'est 50 000 ans. Les autres, c'est 200 000 ans, 100 000 ans. Fait que moi, ce que je pense, c'est que c'est un météorite majeur qui est tombé sur la Terre qui a provoqué des cataclysmes. Là, pour les dinosaures, on le sait, c'est un météorite qui est tombé sur la péninsule du Yucatan, là, dans cette région-là, qui a fait un énorme trou puis une vague géante là, qui a inondé la planète. Puis là, après ça, ça fait des éruptions volcaniques, puis ça fait aussi une couche de poussière globale autour de la Terre qui coupe la lumière, puis qui fait l'inverse d'un effet de serre, là, qui refroidit. Alors, toutes les espèces qui étaient à sang chaud, reptiles, etc., elles sont disparues, évidemment, au profit de celles qui étaient résistantes avec un peu de fourrure ou de plumes, comme les oiseaux. Puis les petits mammifères qui peuvent se cacher sous la terre aussi, puis qui étaient des vidangeurs, là, scavengers, qui peuvent manger de la chair en décomposition, ont été avantageux. Là, j'arrive à cette planche-là qui est le Carbonifère. Comme je vous disais, c'est cette fameuse période-là qu'on retrouve sur la planche d'avant. Il y a entre 300 et 359 millions d'années, où la température était élevée, puis il y avait beaucoup de fougères. La végétation était très abondante, mais il n'y avait pas toutes les bactéries et les micro-organismes pour la décomposer. Fait que c'est comme accumulé, puis enfoui au fond de la terre, des mers, puis est devenu le charbon, là, ce qui est la source du charbon qu'on utilise, puis des combustibles fossiles. Ça vient beaucoup du Carbonifère. Donc, c'est une période qui est intéressante à connaître, là. Comme vous voyez aussi, en fait, c'est antérieur à la Pangée. La Pangée, vous voyez, c'est autour il y a 200 millions d'années. Puis, le Carbonifère, là, c'était une période où les continents étaient plus distancés, mais d'une forme différente, là. Alors, ici, on arrive sur la planche qui représente les différentes espèces animales, là. Vous voyez que les espèces contemporaines à l'être humain, là, si on dit que l'être humain a 2 millions d'années, est né il y a 2 millions d'années. Il y a 2 millions d'années, là, c'était pas mal un petit singe. C'est Lucie, là, marchait à peine sur ses deux pattes, là. Mais, tu sais, tous ces gros animaux-là, ils font partie de notre folklore, de notre histoire, puis, tu sais, ça a créé toutes sortes de légendes, tu sais, comme... Les dinosaures, c'est les dragons, parce que les êtres humains, quand ils trouvaient des fossiles de dinosaures, là, ils s'imaginaient les animaux. J'étais capable d'imaginer des choses comme nous autres aussi. Fait que ça crée toutes sortes de légendes de ces animaux-là. Puis vous voyez que si on recule il y a 4600 millions d'années, mais là, c'est là que vraiment les petits animaux primitifs ont existé, là. Puis la période du Carbonifère, là, vous voyez ici, Carbonifère... C'est le Paléozoïque primaire. Puis vous voyez, c'est surtout des amphibiens ou des pré-reptiles, les requins. Alors, c'est une période assez intéressante, là. Et puis là, j'arrive à mon film, à mon livre. Mon livre, en fait, il y a deux sections. Il y a une section qui est un peu ce que je vous explique, mais plus détaillée. Puis aussi, il y a une section qui est un scénario de film, un peu comme celui de Luc Besson, tu sais, le cinquième élément. Mais moi, j'ai une vision plus ludique, éducative, plus proche de la réalité des choses, plus proche de notre époque aussi, là, dans un monde où tout fonctionne. Là, les véhicules sont électriques, on fait beaucoup d'activités physiques, on est plus en santé, il n'y a pas de guerre, on s'auto-détruit pas, là. En fait, bon, la nature humaine est violente, là. Je l'ai réalisé récemment avec ce qui se passe. Je pensais qu'on était plus gentils que ça, mais bon. Restons dans un monde idéal. Moi, j'essaie de créer une lumière au bout du tunnel avec cette proposition-là. Puis j'espère qu'un jour, je vais pouvoir réaliser le film. Vous voyez, une des parties d'analyse de mon film, c'est la partie où j'ai calculé le nombre maximum d'êtres vivants qui peuvent vivre sur la planète. J'appelle ça le calcul du blé d'Inde. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé à partir du diamètre de la Terre la surface totale, puis j'ai multiplié par 75% pour avoir la surface des utilisables, 75% pour avoir la surface des continents, puis après ça, j'ai pris juste 60% de ça, ce qui donne un chiffre exact là, de 100 millions de kilomètres pour avoir la surface utilisable par l'homme cultivable.
Là, je me suis informé sur la performance de la culture du maïs, du blé des Indes. Et puis, ça m'a donné un résultat de performance, de production végétale. Euh, et puis, j'arrive à la conclusion que... donc, j'arrive à la conclusion qu'une personne, si on convertit les épis de maïs en litres d'huile de maïs, l'huile de maïs qui est équivalent à un litre de diesel, avec ça, on peut comparer la consommation d'une voiture ou d'une maison à celle d'un être humain. Les animaux, c'est beaucoup plus efficace que les véhicules. On consomme énormément d'huile énergétique. Là. Puis j'arrive à la conclusion que si on consomme en mode industriel, là, comme un Nord-Américain, son mode de vie demande la consommation de 8 litres de diesel ou d'huile de maïs, ce qui correspond à 1000 épis par jour. Et vous voyez que c'est quand même beaucoup. Là. Puis si je fais le calcul avec la superficie, ben, ça nous donne une possibilité de 2 milliards de personnes. Alors si je résume, c'est qu'il y a assez de surface terrestre pour faire pousser assez de blé d'Inde, pour fournir assez d'énergie pour 2 milliards de personnes qui conduisent une auto et qui ont une maison. Après ça, il n'y a pas assez d'énergie. Le soleil ne fournit pas assez d'énergie, puis la productivité du maïs. Là, j'ai exclu la mer, la production énergétique de la mer, qui est importante, mais parce que c'est pas tout à fait réaliste, évidemment, de dire qu'on va manger juste des blés d'Inde, puis on va se promener en auto, puis en bungalow, ça n'a pas d'allure. Mais ça donne une estimation, on est proche de la réalité à plus ou moins 50%, là, avec 2 milliards de personnes. Puis si on mangeait juste du blé d'Inde, puis qu'on n'avait pas d'auto, pas de maison, ben là, on multiplie par 100. Parce que ça nous prend 10 épis par jour. Fait que ça donne 200 milliards de personnes. Fait que si on mangeait juste du blé d'Inde, on se faisait des maisons avec de la paille de blé d'Inde, on pourrait être 200 milliards de personnes. Pas réaliste non plus, mais comme je vous dis, ça donne une idée de la productivité et de l'efficacité du soleil. Donc, si on était sans voiture, sans industrie, on pourrait être beaucoup plus de gens, mais il y aurait une compétitivité, puis c'est pas tout à fait réalisable, là, mais ça nous explique aussi que si on est déjà 8 milliards, dont la moitié ont une auto puis une maison, mais on a déjà passé largement la capacité de production de la planète en termes d'énergie. Pourquoi on est capable de faire ça? C'est parce qu'on utilise du vieux soleil, de la vieille énergie qui est accumulée pendant des millions d'années dans la croûte terrestre sous forme de combustible fossile. Puis là, on essaye de remplacer ça par de l'énergie photovoltaïque puis éolien, mais c'est difficile. C'est jamais aussi puissant puis aussi pratique que l'énergie des combustibles fossiles. Donc là, ici, j'arrive à cette planche-là, qui est vraiment simple et efficace, que j'ai dans mon livre, que j'ai dessiné dans mon livre. Là. Vous voyez, là, j'ai estimé à l'an 2000 la croissance de la population, puis on a aussi la croissance antérieure là, qui remonte aux années 1900, parce qu'avant ça, ça a tout le temps été 2 millions de personnes sur la Terre. Il n'y a pas grand monde sur la Terre avant. Même l'Empire romain, tout ça, c'était pas des quantités énormes de personnes. Là. Mais à partir des années 1900, l'industrialisation, ben, c'est sûr que là, la population a commencé à augmenter. Puis la quantité de pollution aussi là, a augmenté, parce que chaque individu pollue de plus en plus. Plus il consomme, plus il pollue. Donc, si vous voulez, la surface sous la courbe, c'est la quantité de polluants qu'il y a résiduels sur la planète. Là. Fait que l'an 2000, j'avais estimé à 8 milliards. On était 6 milliards, on est rendu 8, c'est ça. Là, en continuant, ben là, jusqu'à 2050, ben, on va être rendu à 15 milliards et tout ça. Puis vous voyez que la quantité de polluants, ben, elle reste là, elle s'accumule. Fait que ça fait des grosses quantités de pollution. Là. Donc, ce qu'on a créé comme pollution dans les 100 dernières années, on va le doubler facilement dans les 20 prochaines années. Là. Donc, ça ne s'améliore pas. Puis ici, vous avez une planche où on explique qu'on voit la consommation de combustibles fossiles. En noir, c'est le charbon. En brun, c'est le pétrole, puis en vert pâle, c'est le gaz naturel. En bleu, c'est l'hydroélectricité. En jaune, c'est le nucléaire.
Puis en rose, c'est le renewable, l'énergie écologique, là, éolien réutilisable. Mais là, c'est folklorique encore ici. Vous voyez, le rose, c'est presque rien que ça a été consommé sur le dessus de la pile. Puis ce qu'on dit, c'est que les éoliennes, là, ça ne sera pas rentable des réparer quand ça va être brisé. Alors, on n'est pas sorti du bois, ça va pas extrêmement bien. Et puis là, pour finir, j'ai une planche ici qui est encore super intéressante, où on donne en masse. Vous voyez, les surfaces, ça explique proportionnellement la masse des êtres vivants qu'il y a sur la Terre. Donc, la planche A, on voit les plantes là, qui occupent 80% du poids du vivant sur la Terre. C'est vraiment immense. Les archées, c'est des pré-cellules d'organismes microscopiques. Les bactéries, on connaît ça. Les protistes, c'est des petites cellules aussi. Vous avez les champignons. Et ici, à 2 gigatonnes, les animaux. Les animaux, on fait partie des animaux. De même que les vers de terre, les méduses et les mollusques. Donc, vous voyez que ce qu'il y a le plus sur la Terre, c'est les vers de terre. Et des petits arthropodes, des petites araignées, fourmis et autres insectes. Ça, c'est des très, très gros poids d'êtres vivants sur la Terre. Il y a les poissons aussi qui sont assez massifs. Les oiseaux, c'est ridiculement petit, c'est très, très petit. Puis nous, les êtres humains, ben, on a pris beaucoup de place. Puis vous voyez, les mammifères sauvages, la petite pointe en orange, il ne reste presque plus rien, là. Ça a été remplacé en brun par les bovins, ovins, poules, cochons et puis vaches. Il ne reste plus rien dans la nature sauvage. On a remplacé. Là. Alors, ça vous donne une idée en proportion où est-ce qu'on en est rendu. Là. Puis l'être humain est quand même pas si imposant sur la Terre. C'est pour ça qu'on ne l'a pas tout démoli. Là. Mais il ne reste pas grand-chose à consommer. Il faut faire attention. Il est un peu trop tard, disons, là. D'après moi, ça va se traduire par de l'inflation. Le coût de la nourriture et des ressources vont être de plus en plus cher, puis il va y avoir inévitablement des guerres, parce que si on regarde l'histoire, ça n'a jamais été très sage, le comportement de l'être humain. Je pense qu'il y a un gène qui a switché, là. Mais soyons positifs. Alors, moi, ma positivité, je vous la propose. Si vous voulez collaborer avec moi, ben un jour, je pourrais réaliser mon film. Puis j'ai d'autres inventions aussi qui permettent de sauver de l'énergie. J'ai des maisons solaires écologiques, mieux isolées. J'ai toutes sortes d'idées que je voudrais proposer, mais je peux pas le faire si tout le monde me copie. Tu sais, au départ, mal copié, puis qui me crée des problèmes. J'ai besoin de gens qui me supportent. Alors, je vous encourage à acheter mon livre, et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette conférence-là. Laissez-moi un message en bas ou appelez-moi pour une conférence live. Salut!